Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon concernant donc ici la méthode du chapitre numéro 7 par la méthode dite de Rankine dans le calcul de poussée des terres. Donc comme je vous le dis ici, on est bien dans ce chapitre numéro 7 dans les méthodes de calcul de poussée des terres et on va s'atteler ici sur cette leçon via la méthode de Rankine. Donc le but principal que moi je souhaite à la fin de cette vidéo, c'est que vous sachiez calculer la méthode par Rankine, donc calculer la poussée des terres qui s'applique sur le mur via la méthode de Rankine et savoir l'appliquer dans certains exercices de votre livre d'exercices par rapport à votre chapitre 5.4 de ce livre d'exercices. Alors, premièrement ici, comme on l'a vu ici pour Coulomb, cette méthode par Rankine se base sur trois hypothèses. Que le mur doit être vertical, lisse, et que le sol doit être homogène et isotrope. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de couche stratifiée derrière notre mur. Alors, Rankine visualise la poussée sur un mur suivant les trois états de sol derrière un mur, à savoir l'état au repos des terres, l'état actif des terres ou l'état passif de nos terres. Si on prend le cas ici de l'état au repos, on va se baser sur exactement la même formule que l'on a vue via la méthode de Coulomb, à savoir 1,5 fois le coefficient K fois le poids volumique du sol fois la hauteur du mur H. Et on voit qu'ici, cette hauteur de mur H, c'est la hauteur qui est verticale. Et en fait, le coefficient K0, c'est comme on l'avait vu dans le chapitre d'exercice numéro 4, c'était K0, 1 moins le sinus de l'angle de frottement interne. Et on s'aperçoit que le triangle de pression des terres sur notre mur se calcule par la contrainte horizontale sigma h qui dépend de la profondeur à laquelle on se situe, et cette contrainte sigma h restera à l'état au repos par Rankine K0 fois sigma V. Ça va? Donc on peut calculer la pression horizontale qu'exerce les terres au repos sur le mur à l'état au repos, et on peut calculer la poussée au repos qu'exerce ces terres sur le mur. Ça, c'est pour l'état au repos. Si je considère maintenant une possibilité de basculement du mur, puisque au repos, vous le voyez ici, on suppose le mur rigide qui ne se déforme pas, quand on accepte un léger déplacement en tête de mur et donc un léger basculement, une légère rotation du mur, on est dans l'état actif, et là, on reprend les mêmes formules, sauf qu'on modifie, dans ce cas, le coefficient de poussée des terres, on passe de K0 à KA, et ce KA, comme vous le voyez là-dessus, on est avec une valeur qui nous était commune dans le chapitre 4 d'exercice, en prenant comme coefficient de poussée actif 1 moins le sinus de l'angle de frottement interne du sol, situé derrière le mur, sur 1 plus le sinus de cet angle de frottement interne. Il y a une autre expression, comme vous le voyez ici, de ce coefficient de poussée active, que vous choisissiez l'une ou l'autre, tant qu'on respecte un mur vertical et lisse et que c'est un seul et même type de sol derrière le mur, que vous choisissiez cette formule-là ou celle-là, ça ne changera strictement rien au calcul. Puisque pour calculer la poussée active, on devra faire 1,5 fois KA fois le poids volumique du sol fois la hauteur H verticale de notre mur. Et on pourra, comme on l'a fait avec l'état au repos, calculer la pression horizontale en faisant le coefficient de poussée des terres actifs Ka fois la contrainte verticale de notre sol. Ok? Alors, de manière générale, quand on analyse ici les hypothèses, on ne nous parle pas que le terre-plein doit absolument rester horizontal. Le terre-plein, il peut être incliné. Donc si le terre-plein est incliné, qu'est-ce qu'on fait? Là, on calcule toujours la poussée des terres par la formule précédente, mais on ne calcule plus le coefficient K par ce que l'on calculait au préalable. On calcule le coefficient K par cette formule-ci. Θ, comme vous le voyez, ça reste l'inclinaison du terre-plein par rapport à l'horizontale, et phi, l'angle de frottement interne. Donc, en résumé, quand on a un mur vertical et un terre-plein horizontal, pour trouver K, on applique ces deux formules-là ou une des deux au choix. Moi, j'ai tendance à préférentiellement utiliser celle-ci, mais c'est un choix personnel, si vous utilisez celle que vous voulez. Et quand on est dans les murs verticaux dont le terre-plein est incliné d'un angle θ, on prend pour K cette grande formule-ci. Ça va?
Alors θ et phi sont exprimés comme vous voyez en degrés et la signification des deux a été présentée au slide précédent, les deux grandeurs phi et θ. Alors comment maintenant est-ce que l'on représente la poussée par Rankine sur un mur? En fait ça va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier paramètre c'est ici si il n'y a pas de semelle de fondation à la base. On considère un mur théorique comme ceci qui retient une quantité de terre. Si le terre-plein est incliné, on incline la poussée par rapport à l'horizontale de la même valeur que cette inclinaison. Et on inclinera le diagramme de pression horizontale de la même grandeur que l'inclinaison ici, θ. Maintenant, on est clair et net que la plupart du temps, on considère une semelle pour un mur. Ça permet d'asseoir plus facilement le mur. Mais bon, dans le cas ici où je n'ai pas de semelle de fondation, j'aurai ma poussée P qui s'appliquera à une distance qui est égale au tiers de la hauteur de notre mur. Alors, comme vous le voyez ici, la valeur du coefficient K1, vous la retrouvez déjà précalculée pour vous dans le tableau de votre livre théorique à la page 284 et 285. Ici, j'ai mis un petit exemple avec certaines valeurs. Après, dans votre tableau, dans le livre, vous avez toutes les valeurs en fonction des valeurs de θ. Alors, si j'ai la présence d'une semelle et d'un terre-plein incliné par rapport à mon mur, là, j'utilise toujours la valeur du K comme vous le voyez là-bas, mais comment est-ce que je vais représenter la valeur de la poussée? Vous allez voir qu'il va y avoir une petite particularité. J'ai pris ici l'exemple d'un voile qui fait 15 de haut sur 3,50 moins 40, donc ça veut dire 3,10 m de haut, avec une semelle de 2,75 sur 40 d'épaisseur. Par ranking, on le voit ici, quand il y a un retour de semelle à l'arrière du voile, dans ce cas-là, on va imaginer que la poussée P s'applique sur, comme vous le voyez, un parement fictif. C'est là-dessus qu'on va imaginer en fait que la poussée s'applique. Et où je vais mettre ce parement fictif, vous le voyez, à l'extrémité droite de ma semelle. Donc c'est à l'extrémité droite de ma semelle que je vais imaginer un parement fictif de mur qui va venir toucher mon terre-plein à cet endroit-ci et me créer ici une hauteur virtuelle de mur sur laquelle j'ai basé le calcul, de la valeur de la poussée, et cette hauteur fictive serait égale à 397 cm. Alors deuxième remarque intéressante que vous voyez, c'est que ici j'ai considéré des terres humides qui ont un angle de frottement interne de 37 degrés, donc toutes ces terres sont des terres humides avec un angle de 36 degrés, donc ça veut dire que au tiers de la hauteur de 397 cm, j'applique la poussée, et comme je suis sur un parement fictif, je dois dès lors incliner la poussée d'une valeur de rugosité maximale qui est la valeur de l'angle de frottement interne du sol qui est derrière le mur. Et ici, cette rugosité fictive maximale, c'est la valeur de phi qui vaut dans notre cas 36 degrés. Et donc pour calculer la poussée horizontale Px, je vais devoir calculer la poussée P en prenant comme hauteur dans la formule la hauteur de 397 cm. Et quand j'ai calculé la poussée PA, je fais PA fois le cosinus ici de 36 degrés dans mon cas, et j'aurai la valeur de la poussée horizontale qui s'appliquera sur mon mur. Ok? Donc ce raisonnement-là, et cette remarque, elle est très importante, puisque quand j'ai un retour de semelle à l'arrière, je dois créer un parement fictif, et donc je dois incliner la valeur de ma poussée de l'angle de frottement interne du sol. Et vous voyez que l'angle avec lequel j'incline par rapport à l'horizontale ma poussée n'a strictement rien à voir avec l'angle avec lequel mon terre-plein est incliné, puisque cette valeur de 15 degrés est inclue en influence dans le calcul du coefficient Ka. Et donc forcément ce 15 degrés aura une influence sur la grandeur de ma hauteur fictive de 397 cm, et bien évidemment, comme je crée un parement fictif,
j'inclinerai cette poussée de l'angle phi. Alors de manière générale, ici j'ai pris l'exemple de la poussée, mais ce sera le même combat si je parle de la butée. Vous voyez ici l'exemple avec deux sols. J'ai à droite un gravier avec un angle de frottement interne de 28 degrés. J'ai, quoi qu'il arrive dans ce cas-là, une inclinaison de poussée de 28 degrés qui s'applique, comme vous le voyez, sur un parement fictif. Toujours, j'ai pris l'exemple, hein, bon, j'aurais pu prendre une autre grandeur de 397 cm. Et côté butée, où j'ai un sol ici en ébouli arrondi avec un angle de frottement interne de 24 degrés, j'ai un retour de semelle. Et donc, comme j'ai un retour de semelle, je crée fictivement un parement ici. Et lorsque j'ai créé ce parement fictif, je vais incliner par rapport à l'horizontale ma butée de l'angle de frottement interne de 24 degrés. Et vous le voyez dans ce cas-là, la valeur des 150 cm sera la hauteur que je prendrai dans le calcul de l'intensité de ma butée. Alors, en parlant de cette butée, comment est-ce qu'on va représenter maintenant et calculer cette valeur de butée, puisque là j'ai pris l'exemple avant où j'allais juste vous la représenter, mais comment est-ce qu'on va la calculer? Encore une fois, ça dépend s'il y a une fondation ou pas. S'il n'y a pas de fondation ici dans le mur telle qu'elle a proprement parlé, qui est bien distincte du mur, on va simplement utiliser la formule PP. Pourquoi PP? Pour grand P poussée, indice P passive, c'est une poussée passive, et je vais avoir 1,5 fois le coefficient Kp fois le gamma, poids volumique du sol, fois la hauteur de mon mur. Alors ce coefficient Kp, quand j'ai un terre-plein ici qui est horizontal, c'est pas compliqué, le coefficient Kp, c'est l'inverse du coefficient de poussée actif. Donc le coefficient de poussée actif c'était 1 moins sinus phi sur 1 plus sinus phi, pour Kp c'est 1 plus sinus phi sur 1 moins sinus phi. Ok. Alors si j'ai maintenant une semelle de fondation qui arrive comme ici, je vous l'ai montré, donc j'ai une semelle en dessous du voile, la butée s'appliquera sur un parement fictif, et donc dans la formule, pour H, ce sera bien la hauteur fictive que je prendrai en compte. Et deuxième chose, c'est que l'intensité de ce résultat de formule PP sera cette droite-ci, la butée, qui sera inclinée sur mon parement fictif de l'angle de frottement interne. Donc je devrais recalculer une composante horizontale de butée en faisant la butée, donc le résultat de cette formule recadrée en rouge, fois le cosinus de l'angle de frottement interne du sol où il y a la présence de la butée. Alors pour les valeurs de ce coefficient Kp, lorsqu'il y a présence d'un terre-plein incliné, comme c'était le cas ici, le terre-plein est incliné de 20 degrés à l'endroit où j'ai de la butée, là je vous ai déjà calculé au préalable la valeur de coefficient Kp à votre page 289 de votre livre de théorie. Et donc vous retrouvez, moi ici j'ai mis une fraction de ce tableau, vous retrouvez ici toutes les valeurs des coefficients ici. Alors, au niveau de la représentation de la poussée par Rankine, et où on le verra par la suite la différence qu'il y a avec la méthode par Coulomb, on va voir ici un résumé par rapport à plusieurs situations possibles. Alors la première situation, c'est vous voyez, je n'ai pas de semelle ici en contact avec mes terres qui engendrent la poussée, donc dans ce cas-là, j'ai un terre-plein horizontal, ma poussée elle est horizontale, elle s'applique au tiers de la hauteur. Que vaut l'intensité de cette poussée? Cette poussée active est égale à 1,5 fois K fois gamma fois H carré. Et comme j'ai une poussée horizontale, c'est équivalent ce résultat à la valeur de Px. Dans cette formule, Ka vaut ce coefficient-là et H la hauteur verticale de mon mur. Si maintenant j'incline le terre-plein d'un angle θ, je ne peux plus utiliser le même coefficient Ka et j'utilise le coefficient Ka ici en dessous. Je remplace ce coefficient Ka dans la formule ici. Je reprends pour ce cas-ci la formule avec H qui est le H vertical qui va du sommet du mur jusqu'à la base du mur. La poussée P s'appliquera toujours au tiers de la hauteur mais sera inclinée
de la même valeur θ que l'inclinaison de mon terre-plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver la poussée horizontale Px, je dois faire PA, ou P si vous voulez, fois le cosinus de l'angle θ. Si maintenant je mets une semelle à l'arrière où j'ai mes terres, je crée alors un parement fictif qui vaut ici H, la même hauteur que mon mur, puisque je n'ai pas d'inclinaison de terre-plein. J'aurai toujours une valeur pour P qui sera 1 demi fois K fois gamma fois H au carré. KA, ici, comme j'ai une paroi lisse verticale et terre-plein horizontale, KA sera A moins sinus phi sur 1 plus sinus phi en poussée active. Quand j'ai calculé dans ce cas-là P, par le cadré ici en rouge, je vais calculer simplement la projection de P en faisant P fois le cosinus de phi, puisque c'est l'inclinaison avec laquelle P est placé sur mon parement fictif. Et comme j'ai un parement fictif, je dois incliner cette force P de l'angle de frottement interne phi. Ça va? Alors arrive maintenant le cas où vous allez me dire, mais monsieur, si j'ai un terre-plein qui est incliné d'une valeur θ, là alors, dans la formule pour trouver ici la valeur du KA, on reprendra pour KA la formule que je vous ai montrée ici. Et la formule pour trouver P m'amènera à un nouveau H que moi j'ai appelé H'. Vous voyez, pour le distinguer, ici c'est la hauteur du parement virtuel qui est ici en bleu, qui va donc de la base de la semelle jusqu'à l'endroit où le parement fictif touche le terre-plein. Et donc cette valeur H', je la calculerai par les dimensions données dans l'énoncé de l'exercice, vous verrez. Je la remplacerai dans la formule, je calculerai la valeur de P et j'inclinerai cette valeur de P de l'angle de frottement interne de mon sol placé derrière le mur. Et cette poussée P s'appliquera à une distance par rapport à la base de ma semelle au tiers de la hauteur H' avec laquelle j'ai calculé la poussée P. Et donc moi, je veux connaître la plupart du temps la poussée horizontale, je fais une projection en faisant Px égale P fois le cosinus de phi. Ça va? Alors, normalement, Rankine stipulait tout le temps que le parement devait être vertical, mais en fait, il y a eu des auteurs qui ont permis l'adaptation de cette méthode par Rankine en transgressant cette hypothèse et en mettant en place un calcul de poussée quand un parement est considéré comme incliné. Donc on peut toujours, quand le parement est incliné, calculer la poussée par Rankine, même si la première des hypothèses était qu'un mur par Rankine en calcul de poussée doit être vertical, c'est pas grave. Il y a une adaptation à cela, au calcul, donc comme je dis, de la poussée par Rankine, poussée des terres sur un mur qui est incliné. Mais dans ce cas-là, alors, c'est le coefficient Ka qui doit être adapté et que j'expliquerai ici directement après. Donc dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Je repars toujours de l'extrémité de ma semelle. Je trace un parement virtuel. Je trace ma poussée inclinée ici de l'angle de frottement interne du sol. Cette poussée s'applique au tiers de la hauteur de mon parement virtuel. Je calcule P et je fais la projection Px en faisant P fois le cosinus de phi. Après, si le terre-plein ici s'incline d'une valeur θ, là alors je dois calculer un parement fictif, comme vous le voyez ici, qui aura une grandeur H' et pas simplement la hauteur verticale du mur H. Donc, dans la formule, le Ka sera un Ka spécifique que l'on retrouvera dans votre tableau à la page 300 à 303 de votre livre de théorie. Et le H que je mettrai dans la formule sera le H', le parement fictif. J'inclinerai toujours ma poussée de l'angle de frottement interne phi sur le parement fictif puisque je crée un parement fictif. Et cette poussée s'appliquera au tiers de ce parement fictif. Et donc pour trouver Px, je fais la projection occidentale en multipliant la valeur de P par le cosinus de phi.
Donc vous voyez que ces 4-5 schémas vous ont montré comment on doit représenter et calculer la poussée par la méthode de Rankine dans une situation ou l'autre. Ça va? Alors ici, dans votre bouquin de théorie, ce que je vous montre ici, donc, c'est ce que vous avez par rapport à votre page 293 jusqu'à votre page 296. En fait, ici, je voulais juste montrer, et je n'ai pris ici que l'exemple ici du mur qui est lisse, mais la différence qu'on pourrait avoir en termes de représentation de poussée et représentation des diagrammes de pression suivant une méthode ou l'autre. Alors vous le voyez qu'ici, à gauche, ça représente pour un mur lisse avec terre-plein incliné. C'est juste ce cas spécifique-ci, hein, vous allez voir dans votre bouquin de théorie les autres cas, comment je les représente, mais que par Coulomb, on représente la poussée P avec la rugosité que vous voyez ici qui est nulle, puisque j'ai le parement qui est lisse, et bien donc en fait, par rapport à la normale à l'écran où s'applique la poussée P, donc qui serait la perpendiculaire à l'écran où s'applique P, ben j'incline P d'une valeur, ben ici comme c'est juste de 0 degré. Donc ben forcément P sera horizontal lui aussi, et s'appliquera au tiers de la hauteur. Que ce soit incliné d'un angle θ ou pas, ben, comme c'est lisse, ben forcément la poussée P sera horizontale. Si ça avait été rugueux, ben j'incline P de la rugosité. Vous le voyez qu'à droite, par Rankine, là, si j'ai un retour de semelle dans les terres, je crée un parement fictif, et qui dit parement fictif dit inclinaison de la poussée P d'une valeur de rugosité fictive qui vaut l'angle de frottement interne phi. Et cette poussée P s'applique au tiers de la hauteur virtuelle H'. Et la représentation du diagramme de pression se fera sur ce parement fictif. Alors que par Coulomb, ça se faisait comme vous le voyez ici, sur notre mur. Qu'ici, le diagramme de pression se fait sur le parement fictif de hauteur H'. Alors, vous le voyez que ces différents cas, comme je vous ai dit, moi par Coulomb, je vous enverrai vers la page 255 et 256 de votre livre de théorie, et par Rankine, je vous envoie la page 293 à 296 de votre livre de théorie, où là vous verrez l'entièreté des différents cas qui s'appliquent ici. Ce que je viens de dire est forcément applicable pour un mur lisse avec un parement incliné. Les autres cas sont dans votre bouquin de théorie. Alors, normalement, une des hypothèses dans la méthode de Rankine était celle que, en fait, on devait avoir un parement lisse. Or, il arrive que parfois les parements sont dans des natures de rugosité différentes. Le parement peut être lisse, rugueux, en acier, un parement fictif, comme on a eu le cas avec les gabions. Mais dans ce cas-là, alors, Rankine adapte le coefficient Ka en fonction de la présence du fruit du mur, de la valeur de l'angle de frottement interne, de l'inclinaison de mon terre-plein θ et de la nature de la rugosité de mon parement. Ces 1, 2, 3 et rugosité, 4 paramètres sont inclus dans le calcul de notre coefficient Ka. La plupart du temps, vous verrez que on a un mur avec la présence d'une semelle ici en retour. Donc, qui dit semelle en retour par Rankine dit création d'un parement fictif de hauteur H', que je placerai dans la formule pour trouver l'intensité de la poussée PA, et j'inclinerai forcément cette poussée de l'angle de frottement interne phi. Et cette poussée s'appliquera au tiers de la hauteur. Donc, pour ce qui est du coefficient Ka, vous voyez que cette valeur-ci représente la valeur du coefficient Ka à prendre en compte. Et à votre page 300 à 303, vous avez, en fonction de votre fruit de mur, de l'inclinaison du terre-plein, de la rugosité, si c'est lisse, en acier, rugueux ou fictif, et de la valeur de l'angle de frottement interne, qui va ici de 5 à 35 degrés, je vous ai placé ici les valeurs des coefficients Ka. Ça va? Donc ceci clôture votre chapitre théorique sur la méthode de calcul de poussée par Rankine. Et ici, on va essayer de visualiser ça vis-à-vis de quelques exercices. Alors nous voici ici maintenant à votre page 267 de votre livre d'exercices, où je vais essayer de visualiser avec vous quelques exercices. N'oubliez pas que
par rapport à la page 297, vous avez l'exemple résolu qui vous montre la différence de calcul entre la méthode de Coulomb et la méthode de Rankine au niveau du calcul de la poussée et de sa représentation. Et à la page 304 et 305, vous avez le calcul qui matérialise plus la possibilité de calcul d'une poussée de terre pour un mur qui non seulement n'est plus vertical, qui a une rugosité et qui a notamment aussi un terre-plein incliné. Et là, c'est page 304 et 305, vous avez les différences entre les deux méthodes, la méthode de Rankine et la méthode de Coulomb. Ça va? Alors pour cette page 267 de votre livre d'exercice, on vous demande simplement de calculer par la méthode de Rankine les poussées qui s'appliquent sur nos murs. Alors, le premier exercice qui est ici, à votre page 268, vous le voyez ici, on vous donne ici un mur soutènement avec un voile et une semelle, et on vous dit que le sable qui est derrière ce mur a un angle de frottement interne de 35 degrés et un poids volumique de 18 kN par mètre cube. De manière à visualiser d'abord les parties de mur qui subissent l'effet de poussée active et les parties qui subissent l'effet de butée, on va reprendre ceci. Alors pour moi, dans mon idée comme je l'ai ici, c'est que la partie ici à droite, comme vous le voyez là-dessus, cette partie ici à droite va être la partie qui va engendrer, comme vous le voyez ici, le phénomène de poussée active. Et donc on aurait ici, toujours de manière générale, une poussée, comme vous le voyez, PA, qui serait une poussée dite active. Et on aurait de l'autre côté, si je le représente en vert, une représentation aussi triangulaire de nos pressions dites passives, donc nos pressions dites butées, et ici on retrouverait la valeur de la poussée passive qui serait notre butée. Toutes les deux s'appliqueraient au tiers de la hauteur, donc si je dois dessiner la valeur de la hauteur ici, on sait que par rapport à H, on sait que la poussée ici active s'appliquera tout simplement au tiers de la hauteur H. Et même chose ici pour la butée, on sait que j'ai une valeur ici de hauteur que je vais appeler, je ne sais pas moi, Z. Je sais que cette butée s'appliquera à Z sur 3. Ça va? Alors, pour ce qui est ici maintenant du cas pratique, en termes de calcul de poussée, on va le calculer, cette poussée, par rapport aux trois états d'équilibre, à savoir la poussée au repos, à l'état actif et à l'état passif. Donc nous, on va d'abord prendre les valeurs des coefficients. Vous le voyez ici, on a le coefficient au repos K0 qui est 1 moins sinus phi, donc 1 moins sinus de 35 degrés. La poussée active, on peut calculer comme on a un terre-plein horizontal et un mur vertical par la formule du K en tangente, ou 1 moins sinus phi sur 1 plus sinus phi. Et on voit que les résultats obtenus, que ce soit par l'une formule ou l'autre, ça restera exactement la même chose. Ça va? Pour ce qui est du coefficient de butée, vous pouvez très bien utiliser 1 plus sinus phi sur 1 moins sinus phi et vous aurez 3,69. C'est exactement le même combat. Alors pour ce qui est maintenant des intensités de poussée, qu'elles soient au repos ou actives, c'est la même formule, sauf que je mets ici pour au repos K0 à 0,426. Le H ne change pas à 4,30 m, la valeur sur laquelle s'appliquent les poussées. Et pour la poussée active, c'est 0,271 pour K et H ne change pas. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la valeur de ma poussée au repos est plus importante que la valeur de la poussée active, ce qui est normal puisque le mur est supposé se déplacer un peu en poussée active, qu'au repos ce n'est pas le cas. La butée ne s'applique, comme vous le voyez, que sur la partie gauche, donc forcément la hauteur H n'est valable que sur 90 cm, et son coefficient Kp, c'est 3,69 calculé précédemment. Alors si j'avais considéré l'entièreté de la partie droite ici de mon mur en butée, là c'est ce que je vous mets ici dans votre bouquin d'exercice, c'est que on aurait eu une hauteur de butée de 4,30 m, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Et là, alors, on aurait eu 3,69, 18, 4,30 m en hauteur au carré sur 2. Ça fait quand même une butée de 614 kN. Donc c'est 15 fois plus qu'une poussée active. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas considéré la butée à droite, mais à gauche du mur, et qu'elle n'est valable qu'uniquement à plus ou moins 27 kN, 26,9. Ok. Alors, si je devais représenter maintenant ces poussées
active à droite et butée à gauche, je vois que j'ai un retour de semelle, donc je crée un parement fictif. Et sur ce parement fictif s'applique la poussée active de 45,1 kN que j'incline de l'angle de frottement interne de mon sol à 35 degrés. Et en faisant 45,1 kN fois le cosinus de 35 degrés, j'obtiens 36,94 kN. Et cette force de poussée, qu'elle soit poussée inclinée ou horizontale, s'applique, comme vous le voyez, au tiers de la hauteur ici de mes 4 mètres 30. Ça va 4 mètres plus les 30 cm ici en bas. Alors pour ce qui est de la butée, même chose, j'applique mon parement fictif à l'extrémité de ma semelle. J'ai une hauteur ici de 90 cm et donc cette butée ici de 22,035 kN est la composante horizontale de la butée que j'ai placée ici et qui est inclinée d'une valeur de 35 degrés, qui est la valeur de l'angle de frottement interne. Si j'avais mis un angle de frottement interne différent ici pour la butée, j'aurais incliné la butée d'une valeur différente. Et donc les 22,035 sont bien les 26,90 fois le cosinus de 35 degrés. Ça va? Alors, pour ce qui est de votre deuxième exercice à votre page 271, comme vous le voyez, on demande de reprendre le même exercice que je viens de faire ici, exercice numéro 1, mais je change le sol derrière le mur. Ça veut dire que je mets un angle de frottement interne plus grand, de 40 degrés, et un poids volumique de 14. Alors le coefficient de poussée va changer puisque je passe d'un coefficient d'un angle de frottement interne de 35 degrés à un angle de frottement interne de 40 degrés. Donc la valeur des coefficients de poussée au repos interactif vont changer. Vous le voyez, j'ai ici pour K0 la valeur maintenant de 0,357 et pour le poussée active, j'ai 0,217. Même chose pour la butée, j'ai 4,61 et donc en termes de poussée au repos, je vais avoir une valeur de 46,21 alors que quand je regardais ici la valeur de la poussée au repos, j'avais ici 70,89 kN. Donc vous voyez qu'en passant d'un angle de frottement interne de 35 à un angle de frottement interne de 40 degrés, je diminue la valeur de ma poussée au repos, puisque la valeur du coefficient de poussée K0 est plus petite. Alors pour la projection, ce sera toujours la même chose. Pour la projection de la poussée horizontale, je reprendrai la poussée totale et je multiplierai ça par le cosinus de l'angle de frottement interne, ici de 40 degrés. Ça s'appliquera toujours au tiers de la hauteur, donc la valeur de 35,4 kN sera toujours appliquée à 1,43 m. Pour la poussée active, j'ai le coefficient à 0,217, donc même chose. J'obtiens ici pour le même énoncé, mais à une valeur différente de coefficient, K1, 28,09, alors que j'avais ici 45,1 kN pour le premier énoncé. Donc là, on le voit très clairement qu'on a une grosse différence en termes de valeur. Et donc, même chose, cette poussée, quand je la mets en composante horizontale, je multiplie par cosinus de 40 degrés et j'obtiens 21,52 kN. Et cette force s'applique toujours, comme vous voyez, à 1,43 m de hauteur. Pour ce qui est de la butée, le coefficient Kp a changé, la hauteur ne change pas, mais le poids volumique du sol a changé. Et donc forcément, la valeur de la butée est plus faible, qui sera toujours inclinée ici de 40 degrés sur mon parement fictif que j'ai créé là, et s'appliquera au tiers de la hauteur à 30 cm. Ça va? Donc là, vous voyez clairement que le calcul de la poussée par Rankine amène des modifications par rapport à Coulomb. Ça, c'est la première hypothèse qu'on peut se donner. La deuxième remarque que l'on peut placer ici dans l'exercice, c'est qu'en changeant le poids volumique, en le diminuant et en mettant un angle de frottement interne plus élevé, on voit que la valeur des poussées, qu'elles soient au repos ou interactif, diminue, et même chose que la butée, elle aussi, diminue. On voit dans la représentation par Rankine qu'on représente bien les poussées sur les parements fictifs s'il y a retour de semelle. S'il n'y a pas, dans ce cas-là, de retour de semelle, on représente la poussée sur notre mur
et on n'incline pas la poussée. On la laisse telle qu'elle sur notre mur de manière horizontale. Ça va? Pour ce qui est de l'exercice 4, maintenant dans le chapitre 5.4 à votre page 276, là, on est dans un cas où on a deux sols distincts à gauche et à droite. On a de l'argile humide ici et des éboulis arrondis là-bas, avec des terre-pleins de part et d'autre qui sont inclinés. Et on a, comme vous le voyez ici, un retour de semelle des deux côtés. Alors, quand on est dans ce cadre-là, on va avoir exactement le même principe que ce que je vous ai mis ici dans le début de la vidéo, où on va devoir créer artificiellement deux parements fictifs ici, en butée et là, en poussée, et on va devoir prendre les valeurs de ces hauteurs ici dans le calcul de la poussée premièrement et de cette hauteur là pour le calcul de la butée. Et vous devrez vous servir forcément des informations qui chez nous ici sont de 15 degrés en poussée active pour l'inclinaison de notre terre-plein et de l'angle de frottement interne qu'on vous donne dans l'énoncé. Et même chose, ici ce sera les 20 degrés pour les éboulis avec en plus l'angle de frottement interne qu'on donne dans l'énoncé vis-à-vis des éboulis arrondis. Et vous représenterez la poussée et la butée de la même manière que ce que vous avez dans votre bouquin de théorie par rapport au schéma de la page 286. Ça va? Donc je pense que avec ces explications-là, vous serez à même et capable de faire énormément d'exercices de votre chapitre 5.4 et on verra bien évidemment au cours suivant la possibilité de visualiser d'autres exercices en soi. Ça va? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.